le directeur d'un groupe hôtelier l'île Maurice qui m'appelle un lundi matin en me disant « Sandrine, on se connaît pas, vous avez 30 minutes pour arriver dans mon bureau. » Je dis « Ah, mais non, je dois déposer mes filles, l'école, je suis en tenue de yoga. » Il dit « Non, non, c'est très important, on m'a dit vous pouvez nous aider, vous avez 30 minutes. » Le pied du client venait d'arriver et avait découvert qu'il n'aimait pas la décoration de certaines villas princières. Donc, on nous a demandé de refaire au pied levé la première décoration de la première villa princière et d'autres chambres très haut de gamme de l'hôtel. Et c'était une expérience incroyable. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Sandrine, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est que tu te présentes, tu dises d'où tu viens, tu résumes ton parcours en 2 minutes et que tu m'expliques tes fonctions actuelles. Bonjour Paul, tout d'abord merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc je suis Sandrine David-Fanchette, je vis depuis une dizaine d'années en Afrique du Sud. J'ai une 30aine d'années de carrière derrière moi. Avant, je suis née au sud de la Bretagne. À l'époque et à bien longtemps maintenant, j'ai fait un bac B, une école de commerce et j'avais voulu faire une école de commerce parce que j'adorais déjà voyager. Donc c'est le début de mes carrières d'expat, je dirais. Et donc en école de commerce, j'ai eu l'occasion de faire mes études entre l'Espagne et les États-Unis. États-Unis, c'était San Francisco, donc j'ai adoré San Francisco, qui est quand même une ville magnifique. Après mon école de commerce, je suis retournée à San Francisco pour faire un MBA et pour finir mes études. Toi, aujourd'hui, tu es basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Comment est-ce que tu es arrivé sur l'île Maurice et l'Afrique du Sud? Parce que ta carrière s'est orientée ensuite sur l'Afrique du Sud et l'île Maurice et Madagascar. Oui, donc tout a commencé en fin de compte quand j'ai fait mon MBA à San Francisco. C'est là où j'ai rencontré Bernard, qui allait être mon futur époux, et lui était d'origine de l'île Maurice. Donc on adorait San Francisco, mais bon, à l'époque c'était pas forcément facile de trouver un job très rapidement en tant que Français ou Mauricien après son MBA. Donc on s'est dit chacun rentre chez soi, lui à l'île Maurice, moi en France, et le premier qui trouve un emploi, l'autre essaye de le rejoindre. Bon, donc les dés étaient pipés, je dois dire. J'aurais dû me méfier parce qu'au bout d'une semaine, il m'a appelé en me disant « Ah, j'ai trouvé un job, donc tu arrives à Maurice ». Donc toute l'histoire a commencé comme ça. Bon, au départ, je me suis dit « Ah bon ». J'avais pas forcément prévu de commencer ma carrière à l'île Maurice. Je rêvais plutôt à l'Espagne ou les États-Unis ou à d'autres pays, déjà des pays étrangers, mais bon, l'île Maurice, j'avoue, j'y étais jamais allée. Donc je suis venue pour une semaine de vacances à l'île Maurice, il y a maintenant une 30aine d'années. Il m'avait dit non, envoie des CV, tu verras, on sait jamais, les gens sont très gentils à l'île Maurice, ce qui est vrai, les gens sont très gentils à l'île Maurice. J'ai envoyé une dizaine de CV, j'ai eu une dizaine d'interviews et donc j'ai eu à choisir un job, mais c'était immédiat. Donc toute notre histoire d'expatriation a commencé comme celle-ci il y a une 30aine d'années maintenant à l'île Maurice. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu justement les états d'esprit qu'il y a et les cultures entre l'île Maurice, Madagascar et l'Afrique du Sud? Comment ont évolué ces cultures-là sur les 30 dernières années où toi, tu as vécu dans ces pays? Alors, dans les 30 dernières années, dans l'océan Indien, et quand je parle de l'océan Indien, je parle de l'île Maurice, parce que je ne connais pas vraiment la Réunion. Enfin, j'y suis allée, mais je n'ai pas d'avis sur la Réunion et sur Madagascar et sur l'Afrique du Sud. Il y a énormément de développement.
Sur l'île Maurice, il y a une trentaine d'années, c'était une très belle île avec des touristes, avec de la canne à sucre, avec beaucoup de textiles. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière à travailler aussi bien à l'île Maurice qu'à Madagascar dans l'industrie textile. Donc, il y avait encore beaucoup de beaux champs de canne et c'était encore très vert. L'île Maurice, en une trentaine d'années, s'est développée très très vite. Il y a eu beaucoup d'immobilier, il y a eu des grands programmes immobiliers qui se sont développés depuis une dizaine d'années, qui sont accessibles maintenant aussi aux expatriés. Donc, l'île Maurice a fait une transition entre la canne à sucre et le textile sur des secteurs certains plus techniques, sur du high-tech, sur de la crypto maintenant, mais surtout en reconvertissant beaucoup de leurs champs de canne dans des résidences et dans des lotissements de luxe sur les expatriés. Donc ça a été un grand changement, surtout au niveau visuel, au niveau de l'île. Madagascar, on connaît Madagascar depuis une trentaine d'années. C'est un pays que j'adore. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est resté assez stable. C'est une île qui a besoin de changement, qui a besoin d'évolution, mais c'est vrai que ça va très doucement. Et l'Afrique du Sud, on est passé. Alors, je connaissais pas l'Afrique du Sud malheureusement il y a une trentaine d'années, mais on est passé d'une Afrique du Sud apartheid, post-apartheid, à une Afrique du Sud normal. Donc, le paysage de l'Afrique du Sud, à mon avis, tous les changements ont plus été dus par rapport à cette transition politique qui, bien sûr, a emmené des transitions économiques qui ont résulté de transitions économiques qui étaient liées, bien sûr. Tu commences ta carrière, comme tu dis, dans le textile, et puis c'est en 2012 où tu vas créer une filiale de Roche-Beaubois, d'abord à l'île Maurice, puis après en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux m'expliquer cette aventure? Oui, au tout départ de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler, comme je disais, d'abord à l'île Maurice chez un agent textile. C'était quand on est un jeune recruté, c'est un rêve. On vit à l'île Maurice et tous les mois, on doit voyager dans le monde entier. J'avais la chance de m'occuper de l'Europe du Sud et des États-Unis. Donc, j'avoue que quand on a 25 ans, c'est plaisant. On voyage beaucoup, c'est sympa. On rentre des gens sympas. Donc, c'était le début de ma carrière. Après, logiquement, dans une de mes missions à l'île Maurice pour le textile, j'ai dû aller visiter Madagascar. Donc là, ça a été, je dirais, love at first sight. Quand j'ai vu ce pays qui était immense, cette nature, ces gens d'une gentillesse incroyable. Donc, on a réussi avec mon mari à trouver 2 postes d'expatriés à Madagascar. Donc c'est une chance parce que c'est pas évident souvent de voyager et d'expatrier en couple et de chacun trouve un poste d'expatrié. Et bon, après une dizaine d'années en tant qu'expatrié, on voulait autre chose. Et là, j'avoue, c'est pas forcément moi qui étais prise par le côté entrepreneurial de créer une propre entreprise. J'avoue que c'est quand même rassurant d'être expatrié quelque part, de vivre dans son petit cocon. Il y a beaucoup de bénéfices d'être expatrié, mais mon mari voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, donc il s'est d'abord lancé en créant plusieurs autres franchise à l'île Maurice de d'autres magasins de meubles, notamment Mobalpa à l'époque, et créer une autre marque de meubles. Et il y a maintenant plus d'une douzaine d'années, on a toujours rêvé de Roche-Beaubois parce que pour nous c'était une jolie marque, un peu haut de gamme, qui avait une image très glam à l'export. Donc on a décidé d'essayer de les contacter pour obtenir la franchise. Comment on met en place une franchise Roche-Beaubois justement dans un pays qui n'avait pas encore développé? Comment s'est fait le process? À l'époque, nous étions basés à l'île Maurice, donc on travaillait déjà. Donc moi, j'avais fait une transition du textile vers le meuble, et mon époux, puisqu'on est co-entrepreneurs, c'est pour ça que je parle de lui sur nos différentes sociétés, travaillait
déjà dans les meubles, lui, pour toute sa carrière. Donc, ça faisait déjà des années qu'on pensait à Roche-Beaubois, mais à l'île Maurice, le marché n'était pas forcément prêt auparavant, parce qu'il y avait des fortes taxes à l'import. Notamment, donc c'est souvent à l'étranger, c'est quand même une forte de barrière. Donc on a été très casual à la base. On les a appelés à Paris. On a cherché leur numéro de téléphone, on les a appelés, on leur a dit on était intéressés pour avoir la franchise pour l'île Maurice. Est-ce qu'on pouvait les rencontrer? Donc ça s'est fait très rapidement. C'était assez étonnant parce que pour nous aussi c'était une nouvelle chose. Donc on s'est retrouvés à Paris au siège social et on a expliqué notre plan, notre business plan, hein, comme pour une entreprise normale. Mais là on devait réussir à obtenir leur autorisation et très rapidement ils nous ont donné le OK pour l'île Maurice, pour le territoire de l'île Maurice, sachant que l'île Maurice c'est un tout petit territoire comme un département français. Et voilà, il y a plus d'une douzaine d'années maintenant, on a ouvert notre premier magasin Roche-Beaubois à l'île Maurice. Ok. Et l'extension ensuite sur l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Alors, deux choses. Donc, très vite, à l'île Maurice, on a eu la chance, notre magasin a fonctionné, je vais pas dire très bien parce que ça paraît un peu imbu, mais on a eu des très bons chiffres et des très bons résultats sur l'île Maurice. Ce que je pense a aussi étonné un peu Paris parce que c'était maintenant chez Roche-Beaubois, il y a plus de 60 pays dans le monde, mais à l'époque, c'était encore au tout début où ils ouvraient. Il y avait bien sûr des pays en Europe, il y avait les États-Unis, il y avait des grands pays, mais c'était une des premières fois qu'ils ouvraient un petit pays. Donc, c'était aussi un essai pour eux, hein, ça, on le sentait. Et on avait eu la chance d'aller visiter quelques années avant l'Afrique du Sud et c'était un peu comme Madagascar. Ça avait été une révélation. On a adoré ce grand pays, ces espaces incroyables, ces gens souriants. Enfin, je pourrais passer des heures à raconter l'Afrique du Sud. Et donc, au bout de 2 ans à l'île Maurice, où notre franchise marchait très bien, on est retourné. Enfin, on va souvent à Paris pour travailler de toute façon au siège social, mais on leur a dit, mais on voudrait aussi éventuellement s'occuper de l'Afrique du Sud. Et donc, la deuxième aventure a commencé comme ça. D'accord. Donc là, on est en 2015, c'est ça, sur le début de l'Afrique du Sud? Oui. Ok. Tu dis que vous arrivez donc en 2012 à l'île Maurice, 2015 en Afrique du Sud, que le business fonctionne plutôt très bien dès le début pour vous à l'île Maurice. Justement, comment est-ce que vous avez réussi à vous positionner sur ce marché? Parce que tu parlais il y a quelques minutes de projets immobiliers, on a connaissance aussi de tous les hôtels qui sont créés à l'île Maurice. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des acteurs forts sur le marché et comment vous avez fait pour faire votre place? Alors, en fin de compte, et ce qui est très intéressant, c'est que l'île Maurice, Cape Town, parce qu'on a un magasin à Cape Town maintenant et à Johannesburg, au départ, on pensait que ça aurait été plus ou moins la même logique, mais c'est comme 3 marchés très, très différents et les conditions étaient très différentes. À l'île Maurice, quand on a ouvert Roche-Beaubois pour la première fois, il y avait bien sûr d'autres concurrents sur le marché du meuble et des accessoires, mais on était la première marque internationale assez haut de gamme de meubles à s'ouvrir. Il y avait déjà D'accord. des cuisinistes, mais il y avait pas de magasin de meubles assez haut de gamme. Donc, ce qui nous a permis, de pouvoir aborder certains hôtels et surtout tous ces estates de luxe comme Anaïta, comme Valriche, comme Tamarina. Il y en a maintenant de nombreuses à l'île Maurice et d'avoir un service différenciant, une offre, des produits, offrir quelque chose qu'il n'y avait pas à la base à l'île Maurice. Ouais, donc vous étiez en fait déjà dans cette niche où il n'y avait pas forcément d'acteurs et c'est comme ça qu'avec en plus la marque Roche-Beaubois que vous êtes directement implanté sur le marché local. Oui, et bon, j'avoue que la marque
Roche-Beaubois en elle-même aide beaucoup à l'étranger sur des marchés qui connaissent la marque. Donc à l'île Maurice, il y avait beaucoup de notre marché à l'île Maurice, notre clientèle est de deux sortes. Il y a d'abord la clientèle mauricienne, qui est le gros de notre clientèle, qui connaissait tous Roche-Beaubois, parce qu'ils avaient tous visité Roche-Beaubois à Paris, à Londres, à Dubaï ou à New York pour les chanceux. Donc voilà, ils étaient, on était contents de voir qu'ils étaient assez excités quand on a ouvert le premier magasin. Il y avait même des gens qui sont venus. Je me rappelle d'un de ces clients qui est devenu un très bon client après, qui connaissait beaucoup plus de choses que nous sur Roche-Beaubois quand on a ouvert la marque. Donc c'était assez drôle. Les gens étaient très enthousiastes. Ok, super. Justement, tu parles de tes clients qui avaient déjà une connaissance de la marque, des produits Roche-Beaubois. On sait que dans le domaine du luxe, il y a également des demandes assez improbables. Quelle a été la demande la plus insolite qu'on t'ait faite? Ah, alors la demande la plus insolite à laquelle on a répondu, bon, je peux pas donner des noms parce qu'on a signé des papiers, mais c'était, ça faisait à peu près 2 ans qu'on avait ouvert Roche-Beaubois à l'île Maurice. Il y a un hôtel, je me rappellerai toute ma vie, c'est sûrement un des faits les plus marquants de ma carrière, un hôtel. Le directeur d'un groupe hôtelier à l'île Maurice qui m'appelle un lundi matin en me disant: Sandrine, on se connaît pas, vous avez 30 minutes pour arriver dans mon bureau. Je dis: ah, mais non, je dois déposer mes filles, l'école, je suis en tenue de yoga. Il dit: non, non, c'est très important. On m'a dit, vous pouvez nous aider, vous avez 30 minutes. Donc, voilà, je dépose les filles, je arrive en tenue de yoga. Et ils avaient un client très, très spécial qui avait loué pour la semaine d'après l'hôtel entier. Le du client venait d'arriver et avait découvert qu'il aimait pas la décoration de certaines villas princières. Donc, on nous a demandé de refaire au pied levé la première décoration de la première villa princière et d'autres chambres très haut de gamme de l'hôtel. Et c'était une expérience incroyable parce avec mon équipe, on est resté pour ainsi dire 1 semaine, jour et nuit, à travailler dans cet hôtel et à refaire de la décoration au fur et à mesure des journées, des heures. C'était une expérience assez enrichissante, je dois dire. Ok, waouh. Oui, donc là, c'est pas uniquement la partie mobilier, mais finalement, c'est un travail d'architecte d'intérieur qu'on vous a demandé. Oui, alors, sachant que comme on a un modèle, business model un peu différent des Roche-Beaubois en Europe, par exemple, enfin, même si maintenant c'est en train d'évoluer, la majorité de mes collègues sont ou décoratrices d'intérieur ou architectes d'intérieur, dans nos magasins. Donc D'accord. ce qui nous Ok. permet d'apporter un travail et un service de A à Z à nos clients et on peut, et ça nous arrive souvent, hein, c'est la plupart des cas, on a les plans du client, les plans de la nouvelle maison, de la rénovation et on peut les meubler de A à Z en leur fournissant un conseil et un service approprié. Donc oui, on était tout à fait opérationnel dans ce genre de choses, mais là, c'était un client très spécial, hors norme, je dirais, et c'était assez extraordinaire. Super, ouais, ça fait partie des moments assez insolites comme ça qui restent gravés toute une vie. Tu m'expliquais que c'était avec tes équipes que vous aviez refait toute cette ville-là. Aujourd'hui, la filiale Roche-Beaubois dont tu es propriétaire, vous avez combien de personnes? Alors, en ce moment, on est environ une trentaine, entre 30 et 32, dans nos 3 magasins, l'île Maurice, Cape Town, Johannesburg. Il faut dire qu'on sous-traite certains de nos services. Par exemple, toute la comptabilité, toute la finance est sous-traitée, toute la logistique, enfin la logistique extérieure est sous-traitée, ce qui nous permet de nous concentrer, réellement sur nos clients et sur nos savoir-faire. D'accord, ok. Donc en fait, les employés qui travaillent chez vous, c'est ce que tu dis, ils ont vraiment ces expertises en décoration, l'expertise de vos produits, et ils sont là pour accompagner et pas justement à avoir trop de fonctions support comme la logistique ou la comptabilité.
Voilà, après ça, c'est géré par des sociétés externes. Donc bien sûr, nous, à notre niveau, on les gère, mais tous nos managers principaux, principalement dans les magasins, se concentrent sur le service, à offrir aux clients, sachant que, là encore, à l'île Maurice et surtout en Afrique du Sud et on travaille sur toute l'Afrique, hein, presque toute l'Afrique. On a souvent affaire des VVIP, donc c'est des gens qu'on adore, mais qui peuvent être très demanding, comme on dirait ici. Donc c'est important de pouvoir leur offrir un service et une aide très spécialisée. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui comment tu prends en compte les différences culturelles dans ton management et tu t'adaptes aux différentes cultures? Au niveau des différences culturelles, bon, comme je disais tout à l'heure, nous avons environ 30 à 32 collègues dans nos 3 magasins. Je parle pas des entreprises qu'on sous-traite. Nous avons 6 nationalités, nous avons 7 ethnies, nous avons plein de personnalités assez fortes. Donc même si tout le monde est au courant des différences de chacun, en fait, compte au niveau du travail, on essaye de pas les prendre en compte. C'est-à-dire que on essaye de tous aller dans la même direction, avoir des buts communs, de façon aimable, sympathique et souriante, et sans prendre en compte, je dirais, toutes ces différences. Bien sûr, en les respectant, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais avec autant d'ethnies, autant de nationalités dans une toute petite équipe, c'est compliqué autrement de pouvoir suivre tout le monde dans ses spécialités. Par contre, la grosse différence dans nos entreprises par rapport à une entreprise en Europe ou aux États-Unis, et là c'est pas par rapport à une ethnie ou un pays ou une nationalité, c'est par rapport à certains groupes de mes employés. On a, je pense, bon, aussi on est une petite entreprise, donc souvent les petites entreprises en France, je pense, font la même chose, mais on est obligé d'avoir un côté très paternaliste ou maternaliste, qui n'existe peut-être pas dans des grosses entreprises, parce que on est l'employeur, mais on est aussi souvent le conseiller, on est aussi souvent la banque. On nous demande souvent des prêts pour réparer un toit, pour les études des enfants. On fait souvent des CV. Par exemple, j'ai fait déjà des dizaines de CV pour le reste de la famille de mes collègues. On fait conseiller. Enfin, donc c'est pas forcément des différences culturelles, je dirais individuelles, mais c'est plutôt des différences globales par rapport à ce qui se fait en France. Enfin, j'ai jamais travaillé en France, donc je suis un mauvais exemple, mais je suis pas sûre qu'un chef d'entreprise va servir de banque pour ses employés et va tous les ans repayer le toit qui s'est effondré, l'école des enfants ou ce genre de choses. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est courant, ça, à l'île Maurice ou en Afrique du Sud, que les entreprises s'engagent à ce point-là. Pourquoi je te demande ça? C'est par exemple, moi j'ai la culture vietnamienne en tête où j'ai vécu là plusieurs années. On parle également de culture d'entreprise très familiale avec le patron qui est la figure paternaliste ou la patronne de même. Mais il y a vraiment au Vietnam cette volonté de donner une direction, une vision et le culte aussi des ancêtres, le culte de la famille et donc le respect envers les personnes les plus âgées. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu l'exprimes ou au final, moi, la façon dont je le comprends et dont tu me le décris, c'est plutôt vraiment dans un but de conseiller et même d'accompagnement au quotidien. Quand je vois que vous financez les études ou même des toitures, par exemple, de vos salariés. Alors, je dirais que c'est un peu de tout. Bon, à Madagascar, il y avait énormément de culte des ancêtres et parce que c'est très présent, mais à l'île Maurice et en Afrique du Sud, sachant que l'île Maurice et l'Afrique du Sud sont des pays quand même beaucoup plus développés que Madagascar, donc on ne peut pas comparer non plus. C'est plus de l'accompagnement et de l'aide par rapport à nos équipes, parce que ils rencontrent au quotidien des problèmes que
que nos équipes en Europe ne rencontreraient pas. Ils n'ont pas forcément le même soutien des gouvernements, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a quand même beaucoup d'aides et les gens sont quand même beaucoup encadrés, ce qui n'existe pas du tout en Afrique. Faut le savoir. Donc, par exemple, Cynthia, je pense à son toit parce que c'est souvent tous les ans ou tous les 2 ans qu'on a cette opération de toit. Malheureusement, elle habite dans une petite maison, le toit est pas très solide et si nous on ne l'aide pas, je ne pense pas qu'elle aura accès à des prêts bancaires pour pouvoir aider son toit. Donc c'est un accompagnement, c'est une aide et c'est important parce que de veiller au bien-être des employés parce que il y a personne d'autre qui, à mon avis, pourrait le faire aussi. Bien sûr. Quelles sont, toi, les valeurs qui guident ton management? Les valeurs du management, bon, je pense que notre management, quand on arrive bon, dans l'océan Indien, mais surtout à Madagascar ou en Afrique du Sud, je dirais pas change, mais il faut que et là c'est plutôt des valeurs qui s'adaptent plus pas par rapport au culturel, mais par rapport à l'existant, par rapport à ce qui nous entoure. À titre personnel et même si souvent on me le reproche, moi j'aime beaucoup aider et accompagner les femmes dans nos équipes. Je trouve que les femmes sont et là, je sens qu'il y a des gens qui s'élèveront là-dessus peut-être, mais sont un peu l'avenir de l'Afrique dans certaines choses. Elles sont souvent beaucoup plus sérieuses et autres. Donc, dans mes équipes, j'ai une majorité de femmes, à part nos livreurs, à part nos menuisiers, mais autrement, dans la plupart de nos magasins, ce sont des femmes. Donc, c'est vrai que je les mets souvent beaucoup plus en avant dans nos équipes que les hommes. On essaye de garder toujours une valeur d'égalité. Comme je disais tout à l'heure, on a 5 nationalités, 7 ou 8 ethnies, mais pour nous, tout le monde est égal et ça, c'est important au niveau du management, à n'importe quel niveau de position du management. C'est une valeur qu'on essaye de faire partager à nos collègues, surtout que c'est aussi une valeur en Afrique du Sud qui reste encore très présente après l'apartheid, même si maintenant on est à des années après l'apartheid, mais c'est quand même un sujet qui reste assez brûlant ici. Nous essayons aussi, mais tout est là encore lié, essayer de faire évoluer nos collègues, évoluer en les montant, c'est-à-dire on essaye de les former le plus possible. On a des programmes de training interne, il y a des programmes de training avec Roche-Beaubois. Chez Roche-Beaubois, il y a un serveur où il y a une application qui s'appelle My Learning, où tout le monde a accès à tout moment et peut avoir accès à des trainings de qualité sur des sujets bien sûr liés à leur job, mais aussi sur d'autres sujets. Donc, c'est très important. Parce que le but de tout ça est bien sûr de fidéliser notre équipe et de pouvoir les former et les garder le plus longtemps possible. Bien sûr, ok. Il y a 2 éléments là qui retiennent mon attention. Le premier, c'est, tu as dit, on me reproche des fois de mettre en avant les femmes. Alors, moi, j'ai la vision là plutôt peut-être française ou aujourd'hui, ce qui est, enfin, on est en train d'énormément se tourner sur tout ce qui est parité. Est-ce que tu peux m'expliquer justement peut-être l'environnement local dans lequel tu évolues par rapport à cet élément de langage que tu as utilisé? Et le deuxièmement, du coup, si j'ai bien compris, il y a votre management, mais il y a également Roche-Beaubois qui accompagne et qui vous donne une réelle structure pour former et accompagner vos collaborateurs. Oui, non, au niveau de la parité homme-femme, c'est vrai que par exemple en Europe, on est loin de ça, même en Afrique, faut le savoir. Pas dans notre locaux. Bon, je disais qu'on me le reproche, c'est un peu comme une boutade, mais certains de mes managers hommes savent que quand on va faire des recrutements, en général, je privilégie souvent des femmes que des hommes. Et c'est vrai que c'est un profil que j'aime parce que ici en Afrique, la vie est pas toujours facile. Les gens ne bénéficient pas
de toutes les aides dont je mentionne, qui sont en Europe, en France ou autres. Donc, les femmes qui ont des enfants, qui élèvent la plupart du temps leurs enfants seuls, sont des gens sérieux, sont des gens qui en veulent, sont des gens qui veulent réussir, sont des gens qui veulent progresser. Et pour moi, c'est essentiel quand on veut, qu'on a une entreprise avec des gens tous très différents les uns les autres. C'est important d'avoir des gens qui veulent progresser, puisque même s'ils sont tous différents à la base, ils iront tous dans la même direction et tout le monde sera tiré vers l'avant plutôt que d'aller dans toutes les directions et d'essayer de recadrer tout le monde à tout moment. Tout à fait, ouais. Tu m'avais posé une deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était justement par rapport à vous, en fait, aujourd'hui, vous avez construit en tant qu'entrepreneur votre aventure justement entre l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Et en parallèle, en sollicitant Roche-Beaubois et en distribuant aujourd'hui leur mobilier, vous bénéficiez également de leur structure, de leur process pour accompagner vos salariés. En quoi l'ADN Roche-Beaubois infuse-t-il, vous, votre entreprise? L'ADN Roche-Beaubois est très important à tous les niveaux et c'est aussi pour ça, à la base, qu'on avait choisi Roche-Beaubois, parce qu'on aurait pu choisir aussi d'autres franchises sur le marché, mais ça correspondait déjà à ce qu'on voyait de l'extérieur, à notre éthique, à l'amour du beau, le design, des productions écologiques. Enfin, Roche-Beaubois a commencé des démarches écologiques il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout un terme marketing à la mode, je dirais. Des productions européennes dans le respect des personnes et des matières. Donc, il y avait beaucoup de choses chez Roche-Beaubois qui nous attiraient. Et en devenant franchisé Roche-Beaubois, on l'intègre intégralement dans nos procédés à notre niveau, mais au niveau de nos clients, mais aussi au niveau de nos employés, ce qui est une très bonne chose, parce qu'une franchise, bon, toutes les franchises ne sont pas pareilles, mais une franchise comme Roche-Beaubois accompagne ses franchisés sur de nombreux terrains, notamment le terrain que j'expliquais tout à l'heure au niveau du training. Et pour nous, c'est très important, hein, puisqu'on ne trouve pas forcément en Afrique les personnes avec les mêmes formations qu'en Europe. Et c'est important de pouvoir développer son personnel, de pouvoir leur donner. Alors c'est pas les seules formations qu'on donne, hein, parce qu'on a cette app Marl Learning que tout le monde peut à tout moment se connecter dessus et apprendre énormément de choses sur plein de sujets. Mais on donne aussi assez souvent, tous les ans, une fois ou deux, des formations individuelles ou de groupe sur des sujets différents. Ok. Tu parlais de l'amour du beau. Quelle est ta vision sur ton marché actuellement? Qu'est-ce qui va continuer à être beau? Quelles sont pour toi les tendances à venir et comment va évoluer ton marché? Alors en Afrique, le marché est en pleine expansion si on regarde les chiffres et les pronostics sur les prochaines années. Donc on y croit, même si c'est pas tous les jours facile au quotidien. Comme je te disais tout à l'heure, surtout en Afrique du Sud, on a des soucis des fois d'électricité, d'eau, de Wi-Fi. Donc des fois on a l'impression de ramer, mais à côté de ça, on a la chance d'avoir des clients extraordinaires. Qui aiment les belles choses, qui aiment le beau, qui aiment les beaux produits. Et on a vraiment l'impression qu'en Afrique du Sud, avec dans certains pays, il y a quand même une population moyenne qui est en train d'évoluer, qui ont de plus en plus les moyens de s'offrir. Alors en général, ils commencent d'abord par s'offrir des voitures de luxe plutôt que des meubles haut de gamme, mais quand ils arrivent enfin aux meubles, pour eux, c'est important d'avoir des meubles qui ont été dessinés par des designers de renom, des meubles de qualité, des garanties, des meubles qu'ils peuvent customiser à leur couleur, à leur dimension, puisqu'on a la chance d'avoir des usines en Europe chez Roche-Beaubois qui fabriquent encore à la
pièce au nom du client. Donc c'est quelque chose qui est un peu unique sur le marché. Donc on offre à nos clients le plaisir d'avoir des belles choses chez eux qui ont été fabriquées pour eux, et c'est aussi une chance parce qu'ils en parlent à leur famille, à leurs voisins, et ce qui nous permet d'évoluer assez rapidement. Tu parles beaucoup du beau, tes clients qui, du coup, investissent ensuite dans, vos meubles qui sont, designés. Eh, si là, je te pose une question plutôt toi, très personnelle, qu'est-ce qui, pour toi, est beau? Qu'est-ce qui caractérise, un élément? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un produit? Alors pour moi, la beauté d'un produit, bon, parlons d'un meuble, hein, parce que c'est plus simple. Il y a plusieurs choses. Bon, déjà le design. Le design fait qu'un meuble soit beau. Pour moi, ce qui est important, il n'y a pas que le design, parce que malheureusement, par exemple, maintenant certains marchés recopient nos meubles à l'infini, et là, malheureusement, je trouve qu'ils sont pas beaux, parce que ce qui est important, c'est aussi les matières premières qui sont utilisées. De plus en plus, pour moi, c'est important aussi d'avoir une traçabilité sur les matières premières, aussi bien sur les matières bois que sur les autres. C'est important que le produit qui a un beau design soit fait sur des matières qui ne soient pas dangereuses aussi, parce que malheureusement maintenant il y a des produits qu'on retrouve, et notamment en Afrique, et pas forcément, je parle pas forcément des meubles, mais sur d'autres choses, où il y a des produits qui viennent de destinations très loin et qui sont même dangereuses pour la santé des gens. Donc c'est vrai qu'un beau produit, c'est un produit qui va respecter la personne qui va l'acheter. C'est un produit qui sera confortable, parce que pour moi, il n'y a pas quelque chose de beau qui ne soit pas confortable, si on parle d'un sofa ou d'un lit, hein, bien sûr. Et c'est un produit qui sera durable, parce que si c'est quelque chose de beau et qui soit éphémère, bon, ça existe, il y a des fleurs ou il y a des pièces d'art qui sont éphémères, mais je pense que on est dans une logique de plus en plus écologique, de recyclage. Le but est de garder les pièces qu'on va acheter le plus longtemps possible. Enfin, au moins, c'est à un niveau personnel, on est vraiment, ça fait longtemps qu'on a fait ce type de transition. Donc moi, quelque chose de beau, ça doit être beau au regard, mais ça doit être beau à l'usage, ça doit être périn, ça doit pouvoir être passé d'une génération à l'autre. En fin de compte, le terme beau regroupe beaucoup de valeurs. Est-ce que tu as vécu un échec et est-ce que tu peux me raconter, cette épreuve et ce que tu as mis en place pour rebondir? Je dirais un échec en grand, non, mais sûrement plein de petits, souvent avec des frustrations multiples. Souvent, on se dit on aurait pu faire différemment, on aurait pu faire quelque chose de mieux avec du recul. Donc on essaye d'apprendre. Souvent des échecs, et les plus frustrants ont souvent été des échecs, je pense, de recrutement, où on pensait recruter les perles rares, où on perdait du temps, on faisait perdre du temps à nos équipes pour former quelqu'un, et au bout de quelques temps, on se dit ça va pas fonctionner. Donc c'est pas des gros échecs, mais c'est plutôt les plus grosses frustrations qu'on a eues dans les 10 dernières années ou les 15 dernières années, parce que à l'étranger, à un certain niveau, je parle à des postes de manager et autres, c'est pas forcément facile de retrouver des perles rares. On n'a pas forcément les bonnes formations, c'est pas forcément les mêmes formations. Donc, quand on recrute des gens, aussi bien en étant des expatriés que des managers au niveau locaux, on y croit. On passe beaucoup de temps, on fait des dizaines d'interviews, on lit des centaines de CV, et on essaye d'y croire, et voilà. Des fois, ça fonctionne pas. Donc, c'est pas des gros échecs, mais c'est des grosses frustrations. Comment tu la gères cette frustration? C'est quelque chose que tu laisses s'accumuler et qui, à un moment donné, va conduire une action? Ou dès que tu sens qu'il y a un élément, un grain de sable qui vient se positionner dans l'engrenage, tu mets directement en place des actions, pour, modifier, l'environnement et la situation qui se présente face à toi? Bon, alors j'ai essayé de travailler dessus, parce que à la base, et c'est vrai que je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même, et très exigeante vis-à-vis de mes collègues. Et j'ai la chance d'avoir la majorité de mes collègues qui sont aussi comme moi. Donc c'est vrai que c'est une force, mais du coup, à chaque fois qu'on a besoin de recruter un nouveau élément, c'est difficile, et on le sait,
pour le nouvel élément de rentrer dans une équipe qui sont des bosseurs et qui ont une vision du travail et des beaux produits, des belles choses et autres quand même assez importantes. Donc au départ, on essayait de réagir tout de suite, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, je pense, parce que des fois la personne qui arrive, elle doit absorber des centaines d'éléments au niveau de Roche-Beaubois, au niveau de notre management, au niveau des méthodes de travail. Donc c'est vrai qu'on arrive, c'est vrai qu'on certaines personnes sont un peu des diesels, donc ils ont besoin un peu de temps. Donc maintenant, on essaye pour chaque nouvelle personne de donner plus de temps, de les encadrer au maximum. Enfin, ça, on le faisait déjà beaucoup, de les former, de les accompagner, essayer de faire un accompagnement un peu différent suivant les personnalités. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça reste compliqué. Oui, je comprends bien. Ok. En général, maintenant, ce qui me rassure, c'est pas moi qui est la plus frustrée et la plus rapide. Ce sont souvent certaines de mes managers qui jump avant moi. Donc, je me dis finalement, on est toutes pareilles. Très bien. Ouais, non, c'est très clair. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Alors, je pense que de toute façon, à tous les niveaux, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, si tu avances pas, si tu apprends pas, tu recules parce que on vit dans un monde qui évolue très rapidement. Donc, à un niveau personnel, j'apprends beaucoup. Alors moi aussi, je bénéficie de tous les apps de Roche-Beaubois, bien sûr, sur du Smart Learning. Comme je disais, 2 fois par an, au moins, on offre des formations individuelles ou en groupe à nos collègues. Et donc, quand c'est possible, on essaye d'en bénéficier. Autrement, moi, j'adore tous les MOOC. Je suis une passionnée de MOOC. Donc, dès que j'ai le temps et que je sais que j'ai un peu de temps devant moi, j'essaye de m'inscrire aussi bien à 1 heure qu'à un mois, un jour, enfin, ou une connaissance qui me semble me manquer, notamment là où on gère à l'interne tout ce qui est communication et marketing. Donc, au niveau de la communication, au niveau des plateformes digitales, ça va très vite. Donc, tous les mois, j'essaye de suivre plusieurs MOOC ou tutos sur des sujets bien spécifiques parce que ça évolue presque tous les mois. Autrement, on essaye de façon à plus long terme d'avoir des formations, bien sûr sur le management ou autre pour pouvoir continuer, pour pouvoir se remettre en question, parce que des fois, notamment sur les recrutements, des fois on se dit c'est pas possible, on le fait mal, et puis bon, quand c'est aussi important de discuter avec des gens comme nous, et où on se rend compte que souvent on est tous dans le même bateau. Malheureusement, on a tous les mêmes contraintes, et c'est souvent en échangeant autour de breakfast ou de réunions avec d'autres responsables d'entreprise qu'on se rend compte que on a tous les mêmes problématiques. Et donc je pense que c'est important d'essayer déjà de comprendre que c'est pas individuel, et que si on a tous la même problématique, d'essayer de les résoudre globalement, si c'est possible, parce que des fois après c'est pas toujours facile. Bien sûr. Tes MOOC, tu vas les trouver où? Est-ce que tu as un site en particulier? Tu suis une université en particulier? Alors ça dépend des sujets. Quand c'est au niveau marketing et communication, en fin de compte, c'est très facile de trouver ou des MOOC ou des tutos, aussi bien sur YouTube ou autre. Et en général, c'est des points très, très spécifiques de programmation, de SEA, de programmation, de Google My Business et autres, parce que voilà. Et donc j'essaye faire bénéficier mon équipe. Autrement, voilà, on essaye de faire des formations sur des sujets plus génériques. Donc ça dépend, hein. J'essaye de prendre, quand c'est possible, des MOOC ou des cours sur des universités connues, souvent plutôt américaines que françaises. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a plus d'offres sur les écoles américaines que françaises, mais voilà, c'est ouvert. Mais tout dépend du besoin et je dirais du moment de l'année, ce qu'on fait, ce qu'on a besoin. Est-ce que tu as un indispensable? Moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est est-ce que tu as un livre de chevet, par exemple, qui t'accompagne depuis un petit moment, ou un livre que tu as plaisir à relire et que tu peux me recommander?
Alors, j'adore lire. Je lis tout le temps, à tout moment, partout, dans l'avion, dans la voiture. Donc, je suis un bon et mauvais exemple à ce niveau-là, parce que je lis même en général plusieurs livres à la fois, suivant mon humeur de la journée. Je lis quelque chose de plus passe-partout, ou quelque chose de plus costaud, mais dans mes 3 auteurs que j'adore, où j'ai pour ainsi dire lu tous leurs livres, il me semble, et que j'ai plaisir des fois à les reprendre. Je dirais Maya Angelou, qui est une femme, c'est une américaine, mais qui est une femme forte, et je pense que c'est son approche des choses et des gens est très intéressant pour justement évoluer sur l'approche des femmes en Afrique. C'est au moins mon opinion. J'aime beaucoup un écrivain sud-africain, Nardine Gordimer. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est quelqu'un qui a écrit, bon, il y a quelques années maintenant, des livres, ce sont sous forme de romans, mais qui reprenaient quelque part, romancer des passages de l'histoire, notamment de l'apartheid. Donc, je pense que pour des gens qui vivent en Afrique du Sud, pour nous, c'était important de lire justement sur l'épisode de ce morceau de l'histoire sud-africain. Bien sûr d'autres, mais lire des livres d'histoire, mais aussi des livres romancés qui présentent peut-être l'histoire de façon différente. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie ? C'est un peu difficile, mais je dirais ne compter que sur soi-même. Et c'est pas forcément une maxime, mais j'ai retrouvé une maxime de Tristan Bernard qui disait ne compter que sur soi-même, et encore pas trop. Donc ça serait mon mot, parce que, et c'est pas fataliste du tout, mais une fois de plus, comme on est en Afrique, des fois je pense que, et c'est plutôt au sens large des choses, hein, c'est pas du tout au sens ni pessimiste de la vision, mais c'est bien de pouvoir tout faire, ou à tout moment, des fois on est appelé à devoir faire des choses qui sortent du cadre de notre job description, je dirais. C'est-à-dire que en tant que manager, je crois que j'ai été amenée à faire de tout, aussi bien de la plomberie que de nettoyer des fois mes showrooms parce que les femmes de ménage n'étaient pas là, ou de conduire mes camions pour faire des livraisons de VIP parce que les chauffeurs étaient malades, donc c'est plutôt dans le sens ne compter que par soi-même, et surtout savoir tout faire si c'est possible. Oui, et puis c'est sûr, par rapport à ce que tu dis là, c'est également compter sur soi-même mais pas trop, donc c'est avoir confiance en ses capacités, mais ne pas être dans un excès de confiance, et toujours avoir l'humilité aussi de se remettre en question. Ah oui, bien sûr. Tous les jours. C'est important. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite s'expatrier, quel serait-il ? Alors, un conseil, c'est difficile. Des dizaines de conseils, ça serait plus simple. Pour moi, ça a été, c'était quelque chose qui s'est fait naturellement, parce que j'ai étudié une partie à l'étranger, j'ai fait des stages à l'étranger, et tout de suite j'ai travaillé à l'étranger, aussi bien en expatrié au départ que à notre propre compte en entrepreneur après. Mais nous avons été amenés à recruter beaucoup d'expatriés dans le passé, et je me suis aperçue qu'il y a des expatriations qui se passaient très bien, et il y a des expatriations qui se passaient moins bien. Et je vais plutôt dire les cas où je pense quand ça se passe moins bien, et je pense que les gens doivent faire attention. Les expatriations qui sont plus difficiles, c'est souvent quand les gens ont pas ou peu voyagé avant. C'est-à-dire que nous, on se rend pas compte, mais il y a des gens qui sont à milieu de comprendre même l'île Maurice, alors que l'île Maurice, c'est un pays très francophone, très facile à vivre, où il fait beau. Mais il y a des gens qui débarquent à l'île Maurice et ils ont l'impression que tout est différent de la France. Donc, je pense que c'est important d'avoir voyagé. Déjà, c'est important d'être ouvert d'esprit, tout simplement, parce que il y a beaucoup d'expatriés qui vont dans un pays et qui vivent dans un petit monde entre Français, et qui ne s'ouvrent pas à la culture. Je trouve ça dommage. Pour avoir une expatriation réussie, je pense qu'il faut profiter de la culture, faut profiter des gens sur place, faut
faut aimer le pays. Ça, pour moi, c'est vraiment important qu'il faut aimer le pays. Et on a eu quelques cas où c'était assez compliqué pour nos expatriés. Et après, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous un point commun. C'est qu'ils essayaient de fuir quelque chose en France. Donc, on a eu une expatriée, elle venait de divorcer, une autre, il y avait eu des problèmes dans sa famille, et je pense qu'il faut pas s'expatrier pour fuir quelque chose. Au contraire, si on veut s'expatrier et on veut que ça soit réussi, il faut s'expatrier pour absorber de nouvelles choses, pour rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles aventures, découvrir des paysages magnifiques. Mais il faut s'expatrier pour du positif, pas pour essayer de fuir du négatif. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Sandrine ? Alors, je pense que c'est très facile. Alors déjà, j'utilise beaucoup LinkedIn au niveau professionnel, aussi bien pour faire des contacts, suivre des gens. Donc, ne pas hésiter à m'envoyer des petits messages sur LinkedIn, ou alors je suis facilement joignable dans mes showrooms, aussi bien à l'île Maurice, à Cape Town qu'à Joburg. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Sandrine. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci Paul, c'était très sympa. Je suis désolée, la connexion Wi-Fi. J'espère que les gens entendront ce qu'on a pu raconter. Autrement, ils peuvent nous envoyer des petits messages pour un résumé. Mais c'était très sympa. Ça sera mon travail ensuite de post-production, où je vais m'arranger pour normalement faire quelque chose qui tiendra la route. Bon, génial. Je te souhaite une très bonne journée, et j'espère que ça fera un beau podcast pour tout le monde. Merci beaucoup, Sandrine. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.